La foudre semble pouvoir réveiller les flammes de l'enfer. Cette tornade de feu de 100 mètres de haut consume tout sur son passage. Le Portugal fait donc face à l'un des pires incendies de son histoire. Des feux de forêt particulièrement dévastateurs ont déjà fait au moins 27 morts. Le bilan est très lourd et il n'est que provisoire. Le nord-ouest de l'Espagne aussi est en proie aux flammes. Les images et le récit de Sama Soula. Cette impressionnante photo résume la gravité de la situation au Portugal depuis 24 heures. Elle a été prise par un habitant de Vieira dans le nord du pays. Des flammes aux portes des villes et des foyers par dizaines qui se déclarent les uns après les autres. 440 départs de feu depuis hier. Un dérisoire tuyau d'arrosage pour défendre sa maison léchée par les flammes. Jamais le Portugal n'a connu une telle situation et ce terrible bilan qui augmente au fil des heures. 27 morts, 3700 pompiers déployés, mais cela ne suffit pas. La maison, ça va, mais pas celle de mon voisin. Il a besoin d'aide, on doit tous s'entraider. Les pompiers ne peuvent pas être partout. Tout près, en Espagne, en Galice, une situation tout aussi dramatique. Des habitants surpris par les flammes quittent précipitamment leur maison. Le feu se propage extrêmement rapidement. Des colonnes de fumée dans le ciel de la Californie. De violents incendies qui font rage depuis mardi dans le sud de l'État. Des feux inhabituels en raison de leur intensité et de leur propagation rapide. Les incendies ont démarré dans les villes de Carlsbad et Rancho. Bonjour, dans cette nouvelle vidéo je vais vous parler de ces incendies de forêt qui ravagent les forêts de la planète depuis plusieurs années. Dans le livre prophétique de l'Apocalypse de Saint Jean, il est dit au chapitre 8, et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Comme vous l'avez remarqué dans les petits extraits que vous venez de voir, depuis plusieurs années, on assiste à une spectaculaire recrudescence des feux de forêt. Que ce soit au Portugal, au Canada, aux États-Unis, en France et dans beaucoup d'autres pays, on voit se déclencher des incendies qui prennent une ampleur sans précédent dans l'histoire de ces 10 pays. Et c'est ainsi que chaque année, 350 millions d'hectares de forêt sont brûlés par des incendies, soit plus de 7 fois la superficie de la France. En règle générale, le déclenchement des grands feux de forêt a lieu pendant la période estivale, c'est-à-dire en été. Mais ces dernières années, on peut dire que ces feux semblent se multiplier en redoublant de puissance. Par exemple, en juin 2016, plus de 180 km² de forêt sont déjà partis en fumée près de Los Angeles, qui a connu l'un des plus grands incendies de ces dernières décennies. L'Amazonie également est en proie à la sécheresse. Elle connaît elle aussi depuis 2016 des incendies beaucoup plus nombreux que les années précédentes. Et le déclenchement de tous ces incendies à travers le monde finissent par avoir un impact assez sérieux sur le réchauffement climatique. Non parce que les incendies produisent de la chaleur, mais parce que les incendies relâchent dans l'atmosphère des quantités importantes de CO2. Et tout le dioxyde de carbone que les forêts et les arbres ont accumulé au cours de la croissance est libéré par ces incendies. À titre d'exemple, les feux de forêt records en Indonésie en 2015 avaient dégagé en 5 mois autant de CO2 que les émissions de gaz à effet de serre françaises en 5 ans. Oui, je parle de l'Indonésie parce que les incendies de forêt touchent tous les pays de la planète. Et ça, c'est parce que la Terre est en train de se réchauffer. Puis, comme je l'ai expliqué, c'est lié à la prophétie biblique qu'on trouve dans le chapitre 8 de l'Apocalypse de Saint Jean. Le déclenchement spectaculaire de tous ces feux de forêt ne serait-il pas lié à cette prophétie biblique? Je vais vous la reciter. Les anges de l'Apocalypse seront en fait en pleine répétition avant la présentation finale du cataclysme qui nous attend.
Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparaient à en sonner. Le premier sonna de la trompette, il y eut de la grêle et du feu mêlé, hein, de sang qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé. Et toute herbe verte fut brûlée. Bah, dans ces petits versets, c'est annoncé clairement, hein. Donc, on va assister à des feux énormes, gigantesques. Bah, les incendies qui ravagèrent les forêts de Californie ces dernières années paraissent tout de même assez étranges, hein. Le journaliste américain Jim Stone pense que ces incendies de Californie seront en fait déclenchés avec des procédés de géo-ingénierie. Je pense qu'il parle des chemtrails et du programme HARP. Après avoir parcouru plusieurs vidéos publiées sur les sites sociaux Facebook et Twitter, hein, pour ne citer que, hein, le journaliste Jim Stone, c'est un journaliste indépendant, hein, est désormais convaincu que ces incendies de Californie seraient en fait provoqués par une arme atmosphérique. Bah, selon lui, les incendies de Californie n'étaient pas naturels, mais délibérément provoqués, hein. Et Jim Stone nous précise entre autres que les armes climatiques fonctionneraient en utilisant de multiples transmetteurs électromagnétiques, hein, voire radio, pour créer dans l'environnement immédiat une zone de collision où des ondes électromagnétiques de différentes phases s'annuleraient et libéraient leur potentiel électrique dans l'air, là où elles s'annulent. Et Jim Stone continue sa petite explication en nous disant que si un voltage suffisant est appliqué à un semi-conducteur, hein, il va brusquement se décharger en une grosse explosion. Bah, c'est ce qu'on voit dans l'air sous forme d'éclairs, hein. Les systèmes de contrôle climatique et de géo-ingénierie en fait essaient d'éviter cet effet de grosse explosion. Mais cette fois en Californie, comme il explique notre journaliste indépendant, les effets de l'excès de voltage avaient finalement pu être observés par de nombreux témoins. Les effets de ce système en cours de fonctionnement ont pu être observés, hein. Certaines personnes ont eu des palpitations cardiaques en ayant leur corps chargé d'électricité dite statique, hein. De nombreuses autres personnes auraient vu des éclairs électriques sans tonnerre dans un ciel parfaitement bleu, et pire, certaines personnes auraient même vu de petites étincelles dans l'air autour d'elles. Encore plus fort, hein, des gens auraient rapporté que des appareils électroniques dysfonctionnaient avant que l'incendie ne se déclenche. Les dysfonctionnements les plus importants s'étant produits dans un hôtel dont tous les systèmes électriques avaient été perturbés, y compris l'accès électronique aux chambres, contraignant les gens à sauter par les fenêtres, parce qu'ils ne pouvaient pas quitter leur chambre, hein, pour échapper à un incendie qui est apparu à partir de nulle part par beau temps. Bah, il est très important de remarquer le dysfonctionnement des portes, hein, parce qu'un simple court-circuit ne peut pas les empêcher de fonctionner. Et quelque chose a perturbé les circuits de ces portes. C'est ce que le journaliste Jim Stone explique, hein. Je fais que vous redire son rapport, hein. Il explique entre autres que quelque chose aurait perturbé les circuits dans les portes, hein. Simultanément, l'hôtel aurait subi la perte de son alimentation principale du générateur de secours, hein, de l'alimentation locale et de sa batterie de secours, hein. Même l'éclairage de secours du hall d'entrée qui était toujours opérationnel ne fonctionnait même plus. Bah, cela serait totalement cohérent avec une arme à impulsion électromagnétique de gros calibre causant une défaillance électronique, hein, complète, hein. Parce que même les circuits qui alimentent l'éclairage de secours et qui opèrent indépendamment de toute, à partir d'une petite batterie intégrée dans l'ampoule elle-même, hein, pas même les circuits de ce faible fonctionnement ne marchaient. Donc, beaucoup d'entre vous vont me dire, comment peut-on déclencher des feux de forêt avec ce système? Eh ben, Jim Stone, notre journaliste indépendant, nous dit que, du moins nous donne la réponse. Il nous dit que, par exemple, une feuille sèche est mince, ce qui élimine l'effet de conduction par l'effet pelliculaire. Et une feuille sèche a tendance à agir comme un isolant, ce qui va forcer toute l'électricité qui la traverse à se transformer en chaleur. Et de plus, si l'air provoque des étincelles partout, comme l'ont relaté des témoins, hein, une de ces étincelles pourrait probablement mettre le feu au bois sec à proximité, hein. Bah, des tas de gens affirment que ces feux auraient été explosés à partir de nulle part, hein, sans qu'il y ait de traces de feu auparavant, ni d'étincelles, hein, rien, juste un vent soudain qui se serait levé en même temps que la forêt proche ne s'enflamme.
d'un coup. Jim Stone nous explique que ces feux de forêt de Californie n'avaient rien de naturel, hein. Il explique que on aurait utilisé les épandages chimiques aériens qu'on appelle les chemtrails pour faciliter la transmission de l'électricité. Jim Stone nous explique entre autres que les armes climatiques fonctionneraient en utilisant de multiples transmetteurs pour créer une zone de collision, hein, où des ondes électromagnétiques de différentes phases s'annuleraient et libéraient leur potentiel électrique dans l'air, hein, là où elles s'annuleraient. Les semi-conducteurs ne vont pas simplement se dissocier, ne vont pas commencer la conduction par la simple application d'un champ de polarisation, hein, car afin que la conduction se fasse de manière contrôlée, il faut un agent dopant. Et dans l'air, cet agent dopant ne peut provenir que des épandages aériens, hein, c'est-à-dire les chemtrails. Et si un voltage suffisant est appliqué à un semi-conducteur, hein, il va brusquement se décharger en une grosse explosion, hein. C'est ce qu'on voit dans l'air, hein, sous forme d'éclairs, hein. Les systèmes de contrôle climatique et de géo-ingénierie essaieraient d'éviter cet effet en général. Comme vous voyez, hein, certains de ces incendies seraient déclenchés artificiellement. Je ne comprends pas pourquoi les forêts de Californie seraient ciblées, hein. Probablement qu'il y a une raison, ou alors on testerait certaines armes. Et bon, je ne peux pas vous dire si c'est les Américains ou d'autres nations qui utiliseraient cette nouvelle technologie, hein. Mais là, je vais vous faire voir une petite vidéo qui vous parle de cette étrangeté des incendies en Californie. Une image vaut mieux que 1000 mots, dit-on. Quand on voit ce qui reste de ce qui était une zone résidentielle plutôt cossue, il est impossible, à moins d'être aveugle, de ne pas se poser de questions quant à l'origine de cette tornade de feu, calcinant les constructions, tout en laissant la végétation autour quasi intacte. Jetons un coup d'œil sur les points de fusion de quelques matériaux que nous retrouvons régulièrement dans les constructions d'habitations individuelles. L'aluminium fond à 660 degrés centigrades. Le cuivre à 1084 degrés centigrades. Le fer à 1538 degrés centigrades. Et le silicium, qui est en fait le verre, à 1414 degrés Celsius. Vous avez maintenant devant vous les images d'un missile balistique en train d'être ciblé et détruit en vol par un dispositif laser à haute puissance embarqué sur un Boeing 747 de l'armée américaine. C'est ce qu'on appelle une arme à énergie dirigée. Ces mêmes flashs bleus ultraviolets, dans le ciel,
ont été aperçus par de nombreux témoins juste avant le départ des incendies dans le nord de la Californie. Donc, penchons-nous rapidement sur la technologie de l'arme à énergie dirigée. Ils la possèdent depuis un moment, les amis, ce n'est pas d'aujourd'hui. Cet article provient du site The Heritage Foundation. Les débuts de l'arme à énergie dirigée. Avant la Deuxième Guerre mondiale, les alliés de l'axe de puissance ont entrepris des recherches de base sur la conception d'une arme à énergie dirigée primaire. Cependant, les scientifiques britanniques calculèrent que les systèmes électroniques de l'époque ne pouvaient générer la puissance requise pour produire un rayon de la mort. Ce qui n'est pas vrai. Nous savons que Nikola Tesla l'a inventé au début du siècle dernier, entre 1905 et 1910. Continuons. Pendant la guerre froide, les USA et l'Union soviétique étudièrent la possibilité de créer une arme à faisceau de particules, pouvant projeter des flux d'électrons, de protons, de neutrons, ou même d'atomes d'hydrogène neutre. L'énergie kinétique transmise par un flux de particules détruit la cible en réchauffant ces atomes si fortement que le matériau explose littéralement. Bon, s'il y a répandu dans les sols et sur la végétation des particules d'aluminium par trilliards provenant des chemtrails, eh bien, nous avons notre combustion. Ces armes furent envisagées pour une utilisation dans l'espace et sur Terre. Cependant, à cause de la rapide baisse de puissance du faisceau, due au frottement des particules avec les atomes de l'atmosphère, une énorme centrale électrique est nécessaire pour produire un faisceau de type arme, comme par exemple un faisceau d'une puissance d'1 trillion de watts concentré, comme l'a récemment déclaré Michio Kaku, un équivalent de Neil deGrasse Tyson, dans le Today Show il y a quelques semaines. On nous dit ensuite que les fondements théoriques du laser nous proviennent d'Einstein, encore lui, et datent de 1917, les amis. L'un des dispositifs laser les plus prometteurs est le laser à électrons libres. Celui-ci utilise des anneaux d'électrons confinés magnétiquement, tourbillonnant à la vitesse de la lumière, ce qui génère un faisceau laser qui peut s'ajuster à l'ensemble du spectre magnétique, des micro-ondes aux ultraviolets. Son faisceau continu ou raccourci produit d'intenses flashs de lumière à travers tout le spectre, de l'infrarouge à l'ultraviolet. Et c'est exactement ce que les locaux ont vu le soir où les feux ont démarré. Quand le faisceau du laser frappe sa cible, l'énergie de ses photons surchauffe celle-ci jusqu'au point de combustion ou de fonte. Le nombre de frappes qu'une arme laser peut produire n'est limité que par sa puissance électrique, ce qui veut dire que selon le type de laser, celles-ci peuvent être sans limite. Voyons ce que dit Wikipédia sur l'électrolaser. Un électrolaser est un type d'arme délivrant des chocs électriques en utilisant l'énergie dirigée. Il utilise les lasers pour former un canal ou un chemin d'air ionisé conducteur. Une fraction de seconde après, un puissant courant électrique est envoyé vers la cible à travers ce canal d'air conducteur. Une sorte de version grande portée des pistolets à choc électrique comme ceux de marque Taser. Ce courant est ainsi injecté dans le canal de plasma créé par ce même faisceau. Celui-ci surchauffe et ionise les gaz environnants, ce qui produit le plasma. Le plasma forme alors un canal d'air ionisé conducteur. Donc l'air, les amis, c'est de l'électromagnétisme. Parce que ce canal produit par le laser dépend de la ionisation, il doit y avoir de l'air entre l'électrolaser et la cible. Si le faisceau laser est suffisamment intense, la force de son champ électromagnétique pulvérisera les électrons contenus dans les molécules d'air ou tout gaz s'y trouvant, créant ainsi du plasma. Tout comme le fait un éclair, ce réchauffement rapide produit un bang sonique. Il y a des témoignages de gens qui ont entendu des explosions le soir du démarrage des feux. Comme l'électrolaser et les éclairs naturels utilisent le même canal de plasma pour conduire le courant électrique, celui-ci peut être utilisé, entre autres, pour rediriger les éclairs atmosphériques vers une centrale terrestre de récupération à des fins de production électrique, ou comme arme en dirigeant avec précision un faisceau laser sur une cible à partir d'un avion.